Est-ce que vous allez travailler avec Félix Tshisekedi? Non. www.visionnews.tv.com Nasuka Fezalaka visionnews.tv.com. Abonnez-vous, c'est Didier Lacoste qui parle, archi-chanteur. Grand chanteur à Congo Moroté. Voix Moro Silate, Talaraye, Alobelelayo. Honorable. Melina. Tete Bimachaye, Bisa. Didier Lacoste, Yoana, archi-chanteur. Tonolo. Balobi, Edgar Mokonzare Binga Mampagne Nyonso. Bela Nandi, Nachani Nandi. Balobi, Mikolo défaté. Mokonzi. Kanga bango na image. C'est Didier Lacoste et classe. Soda pembe pe bazalaka na photo. Ouais, pas vrai commando. Pas vrai guerrier. Tout le de la moka. Pasteur. Merci bien. Au micro de Pasteur Bobo, hier tu es à Bruxelles, tu es à Bango, atterrissage forcé, donc rien à dire, rien à signaler. Tu senti présence dans l'aéroport, tu dans la salle, donc on a mis tout dans la salle de conférence. Pasteur Bobo, moi un mot, na bandeko bazo lando partout. Non, si Etienne Tshisekedi du Moulumba, tu as envoyé na ULB, mais l'autre tu as envoyé Martin Fayou na VIB. Différence c'est ça. Nous sommes université, mais ULB c'est une université côté français. Eux c'est une université côté flamand. Pour Belgique ça a deux mots. Et puis Etienne Tshisekedi du envoyé na honneur militaire. Fayou le peut envoyer na honneur militaire. Donc tout ça là-bas à l'université. Et c'est une coïncidence. Car les mêmes personnes ou bien changer de bateau? Non, ce n'est pas les mêmes personnes. Ce n'est pas les mêmes personnes. Hein? D'accord. D'accord, c'est bon. Attention. À gauche, rien, va. Avez-vous. Vous le savez. Salut. Nani, peuple là, l'homme du peuple là, l'homme du peuple là, grand prêtre. Non. D'abord les honneurs, après. D'abord les honneurs, après, madame. Après, madame. Après. Mais c'est le président de la République démocratique du Congo. Mais c'est Martin Fayulu Madidi, président élu. Les patriotes, combattants, résistants de Belgique sont rangés pour vous rendre les honneurs et vous accueillir à l'occasion de votre conférence à l'ILB. Je vous invite à passer les troupes en revue.
Voilà, toujours avec notre président. Et c'est le
Bien. À des groupes de folkloriques qui n'ont voté. Venez président, Bois Noir. Venez conseiller, Féroce. Venez secrétaire, Nagawusa. Jidar qui nous a pris Fagena, Kounyok Mbogari. Mwando na kwefe wena kwena wakusa sumsu. Tungoma kwena mapoke. Gamond kwene gali. Mulangi kwena mayeli. Kwene champion mutoko. Lotone mingi kwa kula. Tegula tunwambi. Manu manu muge, manu manu muge. Manu manu muge ngobe, manu manu muge mungeve. Keri malemba tegula duga dadi dagige pesa kuduga di boga sema no malu gamunde manu malu muge manu malu gamunde keri malemba tegula duga dadi dagige pesa kuduga di wabuso manu malu gamunde manu malu muge manu malu gamunde nakoma kolele we ma nakoma kolele ngombe manu malu gamunde Koma kolele we mama Kimwana kalima we ngombe manu malu gamunde Kalima lemba te kulo duga dadi dagige Pasa kutuga maga yongu manu malu gamunde Wana mawe féliciter et remercier tous les représentants de la Boca à travers le monde qui sont venus ici aujourd'hui pour encourager cet élan de justice, cet élan chez la recherche de la vérité. Martin Fayulu, président élu en République démocratique du Congo. Je vais faire une petite introduction. J'aimerais surtout avoir vos questions, vos commentaires, vos remarques. Comme ça, ça sera un dialogue. Ce n'est pas un monologue. Je ne suis pas venu ici
pour vous apprendre quelque chose. J'étais témoin, c'est quelque chose, et je vais aujourd'hui qu'on partage. Mais, comme vient de le dire le docteur Moukani, je voulais d'abord féliciter toute la diaspora. Je voudrais que vous puissiez ici applaudir tous les Congolais qui sont dans la diaspora, qui sont à l'extérieur de notre pays, s'il vous plaît. Grand merci parce que ce qui se fait au Congo, c'est aussi grâce à eux. Au Congo, l'État a démissionné, totalement démissionné. Et c'est les Congolais, surtout de la diaspora, qui prennent cette place. C'est vous qui envoyez des milliards de dollars au Congo chaque année. Votre contribution représente international. Maintenant, on l'a fait, je dois le faire encore, asseyez-vous, pour remercier mes amis, leaders de la MOCA. Ce travail, nous l'avons fait ensemble. Ce travail, cette équipe, c'était sur demande du peuple congolais. Le peuple congolais a dit, nous voulons du changement. Plus que le changement, nous voulons une alternative crédible. Et pour cela, vous, leaders qui étaient hier dans l'opposition, mettez-vous ensemble. Donnez-nous un candidat commun. Et ça, nous avons fait, et à chaque fois que je dirai les noms de mes amis leaders de la MOCA, je voudrais que vous applaudissiez. Nous l'avons fait avec Jean-Pierre Bemba Congo. Nous avons répondu positivement avec Moïse Katumbi Japon. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Nous l'avons fait avec le professeur Freddy Matumboulou. Nous l'avons fait avec notre frère Antipas Mboussa. Notre frère le sénateur Mabaya est venu nous rejoindre. Malheureusement, comme vous le savez, après le 11 novembre à Genève, parce qu'on était à 7 d'abord, et il y a deux amis qui nous ont quittés, et si nous avons une crise post-électorale, c'est à cause de ces comportements irresponsables. Irresponsable que nous vivons cette situation et l'irresponsabilité continue. Je vais le démontrer, c'est que l'irresponsabilité continue dans les chefs de certains fils, surtout fils, pas souvent les filles. Certains fils du Congo ont continué à être irresponsables pour ne pas comprendre que le pays a besoin de nous, que nous devons avoir un sens d'abnégation pour que ce pays, qui constitue, comme tout le monde dit, un scandale géologique, ce pays qui possède un nombre impressionnant de ressources naturelles, ce pays qui possède des ressources humaines, vous êtes là, mais ce pays est le dernier de la classe. C'est le pays le dernier du monde. Les Congolais ne vivent pas correctement. Les Congolais sont aujourd'hui comme des enfants qui n'ont pas de parents. Mais Dieu nous a tout donné. Et c'est pour cela que nous continuons à dire merci à ce Dieu, au Seigneur, parce que tout ceci, on a remercié tout le monde,
Mais la première personne à remercier, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a permis. Après avoir dit tous ces remerciements, maintenant, les Congos, aujourd'hui, les Congos de nulle part. Les Congo aujourd'hui, l'avenir du Congo est hypothéqué. Totalement hypothéqué, je pèse le mot. Nous devons, aujourd'hui, nous Congolais, être responsables. Je parlais de l'irresponsabilité de certains compatriotes, mais nous devons mettre en avant notre responsabilité. Notre responsabilité dans ce qui se passe et dans ce qui doit se passer au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Au Congo, nous avons décidé d'aller aux élections. Nous avons décidé, il est écrit dans notre constitution, dans son exposé des motifs, que depuis le 30 juin 1960, date d'accession du pays à l'indépendance, le pays connaît des crises récurrentes. Et ces crises sont dues au manque de légitimité des institutions et de leurs dirigeants. Pas de légitimité. C'est pour cela que les filles et fils du pays ont décidé, les forces vives de la nation, ont décidé d'aller à Sun City et de réfléchir, de dialoguer. Et ce dialogue a produit ce que vous connaissez sous le nom de l'accord global et inclusif. Et dans cet accord, il était dit ceci. Il fallait que les Congolais se dotent d'une constitution. Une constitution qui devrait donner au peuple congolais les voies et moyens pour se choisir ses dirigeants librement et démocratiquement. Voilà que nous avons eu la constitution qui a été adoptée et disons, par référendum en décembre 2005 et en 2006, le 18 février, cette constitution a été promulguée. Nous avons eu les élections de 2006. Vous savez tous, l'élection présidentielle, Jean-Pierre Bemba Kombo a gagné, mais on a proclamé M. Kabila. Et tout le monde entier, tout le monde a dit, voilà, ce n'est qu'un processus et la démocratie, ce n'est pas un processus instantané. Il faut aller pas à pas. Déjà, ce que vous avez fait, c'est bien, mais continuez. Et là, on a vu quand même au niveau des législatives et nationales et provinciales, les résultats étaient relativement corrects. Mais la présidentielle, Bemba a gagné, on a proclamé Kabila. Bemba s'est fait le devoir de dire, voilà, je vais attendre, je vais laisser et j'accepte le résultat. Il y avait beaucoup de pression. Malgré que le peuple congolais a dit non, et en responsable, il a dit oui, j'accepte. Et moi personnellement, j'ai appelé M. Kabila président à ce moment-là, parce que le challenger avait accepté. Vous avez vu ce qui est arrivé à Bemba, au lieu de les laisser tranquilles et continuer son action politique et aider à la démocratisation du pays, il est allé en prison pendant 10 ans à la 10 ans dans la vie de l'État. Pour rien, madame. Parce qu'il s'est avéré que c'était pour rien. 2011, le président Etienne Tshisekedi vient. Quand il vient, Kabila et son équipe considèrent que c'était un grand danger. Il fallait changer l'article 71 de la Constitution. L'article 71 de la Constitution qui instituait donc 2 tours pour la présidentielle. Premier tour, tout le monde se présente. Au deuxième tour, les 2 candidats arrivés en ordre utile s'affrontent. Et il a évité le tout sauf Kabila. Et d'une façon arrachée, d'une manière truquée, le Sénat du Congo a changé
cet article 71. Cette question qui n'était pas, reprise dans la convocation de la session extraordinaire du Sénat, et le Sénat a abordé la question en violant son règlement intérieur. On a institué, et le 11 janvier 2011, on a adopté, on a changé cet article pour dire que l'élection présidentielle s'est faite en un tour, et le 20, on a promulgué la loi. Malgré cela, le président Tshisekedi a gagné cette élection. Mais on a proclamé Kabila. Et le président Tshisekedi n'a jamais reconnu Kabila comme président, il n'a jamais reconnu ses résultats. Et j'étais député, et tout au long de cette mandature, je n'ai jamais considéré M. Kabila comme président de la République. Je l'ai jamais apprécié. Nous avons fait un compromis. Il est vrai que le président Tshisekedi avait annulé les résultats des élections législatives. Nous avons fait un compromis avec lui pour dire qu'il devait continuer avec ses combats de l'intérieur. Et nous devrions être à l'intérieur pour empêcher M. Kabila de réviser ou de changer la constitution de la République. Parce que c'est ça qu'il voulait. Il voulait changer. Et nous avons gagné ces combats. On l'a empêché de changer la constitution. On l'a empêché de réviser la constitution. Voilà, après cette fraude de 2011, M. Kabila a compris qu'il fallait quand même discuter et avoir un dialogue. Et nous avons dit, pas de dialogue selon M. Kabila, oui, avec le dialogue selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a fait des tentatives, il n'a pas réussi. Je vous passe les épisodes que vous connaissez. Et nous sommes arrivés au dialogue de la CENCO. Ce dialogue qui était convoqué selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le dialogue a pris des décisions. Et ce dialogue a pris des recommandations que nous devons tous appliquer. M. Kabila, profitant de la mort du président Tshisekedi, il est passé outre ces recommandations et il a fait autre chose. Mais, malgré cela, nous sommes arrivés aux élections. Pour arriver aux élections, plusieurs étapes. Je vous donne seulement deux. La première, il fallait un fichier électoral. Il a demandé à M. Nanga qu'il a mis là-bas. Il a placé M. Nanga parce qu'il savait que ce monsieur allait travailler pour lui. Nanga a confectionné un fichier électoral de 46 millions. C'est exagéré, ça ne s'est vu nulle part au monde. Dans certaines provinces, je vous donne l'exemple de Samburu. Samburu qui, à cette époque, avait à peu près 2 200 000 personnes qui y vivaient. Le Samburu a enregistré 2 42 000 électeurs. Sous notre pression, on a réduit par exemple les Samburu de 2 42 à 1 100 000. Est-ce que vous avez déjà vu un travail empirique sur terrain? On recense 2 42, on retombe à 1 100 et on trouve que ce travail est normal et correct. Non. Donc, pour preuve, sur les 40 millions, les 46 millions, on a gagné 6 millions. Nous sommes arrivés à 40 300 000 électeurs. 40 300 000 électeurs, toujours faux, parce que dans les 40 millions, il y a 10 millions qui étaient effectifs. 40 millions effectifs. Vous allez dans une élection où tout le monde dit qu'il y a un mouvement de la population. Les gens sont sortis pour aller voter, pour choisir les dirigeants, pour cette alternative crédible. Et au finish, vous avez simplement 18 200 000 électeurs. 18 200 000. Et on dit, voilà, le taux de participation est de 47,52%. C'est fou. Au fait, pourquoi on dit que le taux de participation est de 47? Parce qu'on prend les 40 300 000, on enlève les électeurs de Yumbi
des bénéfices, territoires et de Butembo, on a 38 millions quelque chose, on fait 18 millions 200, divisé par 38 millions, et vous trouvez 47,52%. Les dénominateurs ne devaient pas être 38 millions. Les dénominateurs devaient être 28 millions. Parce qu'il y a réellement d'effectifs. Et si vous prenez 18 millions 200, divisé par 28 millions quelque chose, vous allez trouver que les taux de participation avoisinent les 65%. C'est exactement les taux comme au Sénégal. Et donc, vous comprenez maintenant la deuxième chose. Machine à voter. Pourquoi nous, on disait pas de machine à voter? Parce que cette machine à voter servait à faire voter les électeurs fictifs. Je vais terminer par là pour que vous posiez des questions. C'est cette démonstration que je viens vous faire ici. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parce que, rappelez-vous, M. Nanga avait dit que les élections auront lieu le 23 décembre et que les Congolais fêteront Noël en ayant le nom de leur président de la République. Parce qu'il prévoyait que les résultats seraient transmis électroniquement. Et nous lui avons opposé l'article 237 terre de la loi électorale qui disait qu'il n'est pas question des votes électroniques. Mais il s'est entêté. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné des machines à certains individus. Il y avait des bureaux fictifs, des bureaux qui n'étaient pas connus du public. Et les gens devaient voter les candidats du FCC. Quand les résultats sont arrivés, c'est seulement les résultats des bureaux connus, reconnus, qui sont arrivés. Et quand ces résultats sont arrivés, ils ont constaté que nous étions en tête, de loin en tête. Ils ont commencé à se poser des questions. Que faut-il faire? Ils ont appelé des experts en ce moment. Ils ont appelé des experts ont dit que c'est impossible, on ne peut rien faire. Et c'est à ce moment qu'ils ont commencé à trouver des solutions de l'échange. Les résultats des bureaux normaux sont arrivés. Les résultats des bureaux fictifs ne sont pas arrivés. Donc les 10 millions, faites l'exercice avec moi. À ce moment-là, ils avaient à peu près failli nous, quand nous étions au courant de l'affaire, quand on nous a mis au courant de l'affaire, 9 900 000 à peu près. M. Félix Tshisekedi, 2 700 000 quelques millions. M. Ramazani, 2 650 000 quelque chose. Et donc, ils attendaient sur les 10 millions. Sur les 10 millions, ils attendaient d'injecter ne fût-ce que 8 millions. S'ils injectaient les 8 millions, Ramazani passait avec les 10 650 000 et il était proclamé vainqueur sans problème. Et là, si vous prenez ces chiffres, les totales, y compris les 8 millions, vous divisez par les 38 millions d'électeurs, vous aurez eu les taux de participation de 66%. Voilà ce qui s'est passé. Donc, ils comptaient sur les électeurs fictifs et sur la machine à voter. C'est pour cela que j'ai dit, le Dieu que nous servons, ce Dieu-là est fort. Ce Dieu-là est fort et ce Dieu-là a empêché que les 10 millions soient transférés. Donc, tous les problèmes reposent à ce niveau-là. Je voulais que vous puissiez comprendre, les journalistes n'ont pas assez parlé de ça, les commentateurs non plus, mais c'est ça le problème. Parce qu'il y a un ambassadeur qui a dit, mais Fayoulou, vous avez refusé la machine à voter. La machine à voter vous a servi. J'ai dit, j'ai donné cette explication, et aller plus loin, ça doit être des cas de recherche qui doivent être menés pour comprendre la tricherie de Nanga, la mauvaise foi de Nanga, et comprendre que M. Nanga doit finir ses jours dans une prison. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, la situation, voilà ce qui s'est passé au Congo
pour que M. Nanga puisse fabriquer les résultats. Quand M. Kabila a vu les résultats qu'on lui a amenés, et ils se sont mis à vouloir fabriquer d'autres résultats. Et dans ce cadre-là, ils ont été voir Félix Tshisekedi pour faire un arrangement, s'il vous plaît, pour faire un arrangement. Mais malheureusement, eux-mêmes, les gens de leur camp sont venus ou sont partis voir les autres, ils sont même venus me voir pour dire que c'est vous qui avez gagné, tout le monde le sait. Je recevais des coups de fil, tout le monde, et l'Église catholique l'a fait. Les ambassadeurs, aucun ambassadeur qui est au Congo qui n'était pas au courant des résultats, parce que heureusement, la conférence épiscopale nationale du Congo avait observé les élections et avait donné les chiffres. Je m'arrête là, je vous ai donné la situation, vous connaissez la suite. La suite, M. Kabila et M. Tshisekedi ont signé un accord secret sous seing privé pour que M. Kabila continue à diriger ces pays sous le masque de Tshisekedi. Et est-ce que les Congolais doivent accepter cette situation? Est-ce que quand on a dit ça, quand on a démontré ces faits-là, est-ce que c'est de l'émotion? Non. Alors, maintenant la question qu'on doit se poser, parce que nos enfants, nos petits-enfants vont nous demander. Nous vivons dans un monde où on nous a appris les valeurs d'humanisme, les valeurs judéo-chrétiennes. Et aujourd'hui, la démocratie, on nous a appris que c'est 50+1. La démocratie, c'est la règle de la majorité, parce que si vous dites que bon, voilà, c'est lui qui arrive en tête, c'est lui qui gagne. C'est la démocratie. Aujourd'hui, est-ce que les règles de la démocratie ont changé? Non. Est-ce qu'on joue à qui perd gagne? Non. Chers frères et sœurs, là, je m'adresse à vous. Après avoir traficoté, après avoir fabriqué les résultats, le régime de Kabila a voulu aller plus loin. Et ça, je m'insurge contre ces comportements. Aller plus loin, à créer quelque chose qui n'existe pas, à rééditer l'exploit que nous avons, l'exploit, je ne sais pas si c'est l'exploit, mais ce que nous avons vécu dans les années 90, où nos frères et sœurs du Kasaï qui étaient au Katanga, on les a tués, chassés. Il y en a qui ont pris des trains, les trains ont déraillé en cours de route, il y a eu des morts. Je ne sais pas si vous avez oublié ça. Et on a voulu, et là maintenant, rééditer la même chose. Les 10, quand on a publié les résultats, les habitants de Kikwit sont sortis. Parce que la communauté internationale, j'ai entendu des gens dire, voilà pourquoi les gens ne sont pas partis revendiquer, les gens ne sont pas sortis, donc ils étaient contents. À Kikwit, les gens sont sortis. Mais le général de là est sorti à tuer, à bout portant. Avec son équipe, ils ont tué des gens. Et pour masquer cela, ils ont dit non, 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 c'est un problème entre communautés. C'est un problème entre êtres humains. Nous avons eu des gens qui quittent. Nous avons même eu des gens à Kinshasa, y compris la police. Des gens qui sont venus nous dire allez-y vite, qui quittent, calmez les gens, parce que il y aura des 14. Il y aura des gens qui vont s'éliminer, vont se tuer. Je dis, mais comment? Depuis quand? Heureusement, on n'a pas cédé à ces chantages. Notamment le Premier ministre Moussitou et moi-même. On n'a pas cédé, on a dit, mais on va aller faire quoi? C'est quoi? Moi, Fayoulou, je suis bien à Kinshasa.
J'ai grandi à Kitty. Les Congolais, j'ai toujours dit, même quand j'étais étudiant, je voyais les autres nationalités africaines parler des Togolais. Nous, ça n'existait pas et ça n'existait pas. Mais mes chers frères et sœurs, je suis parti à Kikwit dernièrement. Vous m'avez vu à Kikwit. Je suis parti voir les communautés, nos frères et sœurs qui ont fui les Kasaï à cause des Kamonasa. Et encore, ces Kamonasa, pour personne n'a jamais élucidé ce que ça veut dire. J'ai été le voir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils m'ont dit qu'il n'y a rien. Je dis, mais comment rien? On m'a dit qu'on a tué certains frères, certaines sœurs du Kasaï. Ils ont dit non. Comment? On a été regarder les gens qui ont été tués. Aucun ressortissant du Kasaï. Aucun. Nous avons continué. Nous sommes allés plus loin. Plus loin, on a vu les familles des victimes. Et les familles des victimes nous ont expliqué ce qui s'est passé. C'est pour cela. Je demande à la presse internationale, je demande aux ONG internationales que cette affaire de Kikwit, il faut approfondir les enquêtes et nous dire exactement ce qui s'est passé et qui en était l'auteur intellectuel. Qui a demandé à ces généraux d'aller tuer. Parce que ce qu'on voulait, on voulait créer la cacophonie, créer la zizanie, créer le désordre pour que Kabila dise non, voilà, il y a des désordres et je récupère le pouvoir. Et mettre ça sur la tête de Fayoum. Dieu merci, ils n'ont pas pu. Voilà, chers frères et sœurs, nous, il est dit dans notre nationalité, nous avons les sorts communs. Vous connaissez notre sort. Et ce qui me plaît, je dis quand je viens ici, je vous vois, comment vous m'accueillez. Quand je vais à Boudembo, je vois les frères et sœurs, je vois des mamans qui pleurent, à Beni, à Boma, à Goma, partout. Je me dis, Dieu merci. Les Congolais qui est à Kasumbalesa, il dit que celui qui est à Mwanda et celui qui est à Goma, c'est son frère, c'est sa sœur. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, ne cédez pas. Ne cédez pas à cette provocation, à ces pièges de soi-disant tribalisme. Ne cédez pas, parce que nous ne sommes pas comme ça. Je crois que nous sommes d'accord. Oui. Alors, ça c'était la première partie de mon exposé. La deuxième, je vais répondre à vos questions. Ce que je n'ai pas dit, vous le savez, je réponds à vos questions. Merci beaucoup.
Ma première question, je l'unique, c'est qu'on vous a volé, vous avez exposé, vous ne nous dites pas, on nous a volé. Que comptez-vous faire maintenant? Il y a un lion qui sabote la ferme et qui tue tout un village avec les clans des lions voisins. La population prend conscience, poursuit les lions. Le lion se cache dans la maison de notre frère. Notre frère a deux attitudes. Soit de coopérer avec nous pour neutraliser le lion. Si ce n'est pas le cas, il prend parti du lion. Qu'est-ce que le soldat du peuple qui conduit ce peuple doit faire face à notre frère et face à ce lion? Un conseil que je vous donne, c'est que si l'ambivalence était une religion, les dirigeants de la communauté internationale en seraient des papes. Parce que leur attitude démocraticide, vous voyez la situation au Venezuela et à RDC, et on vient nous dire ce sont des gens qui ont fait tourner Tshisekedi, ils ont fait tourner Bemba, ils ont fait tourner Tshisekedi. Soldats du peuple, mettez-vous en rang avec toute cette armée pour que nous puissions reconquérir notre pays et chasser l'occupation des gars de Kabila sans tenir compte de ces gens qui sont des trafiquants de malheur, des prophètes de mensonges. Merci beaucoup. S'il vous plaît, un peu d'ordre. Allô? Allô? Le président va répondre, soyons concis dans la formulation des questions, pour que tout le monde puisse avoir la chance et l'occasion de poser des questions. Je vais. Merci beaucoup. Je compte sur vous. Je vais avec la deuxième question ou bien on attend la réponse de la première? Non. Ok, merci bien, Monsieur le Président. Cornelis Landou, le signal du continent, ex-agence congolaise de presse. Bon, je salue d'abord la dynamique qui s'est créée autour de vous avec toute la population congolaise qui est derrière vous. Ma question est simple. Que vous ayez gagné les élections, il n'y a aucun doute. Tout le monde le sait. Que vous continuez à clamer la vérité des urnes, je crois qu'il y a un passe quelque part, à mon avis. Je voudrais savoir s'il n'y a pas vérité des urnes, s'il n'y a pas de réponse à cette vérité des urnes, quel est votre avenir? Merci. Je m'arrête. Bonjour, Elisabeth de la SCPF. Que pensez-vous de la réaction de la communauté internationale assez rapide, de la reconnaissance assez rapide de M. Tshisekedi? Est-ce que pour vous, c'est de la réelle politique ou est-ce que c'est une façon peut-être d'éviter un bain de sang? Je m'appelle Julie Gongo, résidente de la Voie de Fer ASBL. J'ai une question à poser à Monsieur le Président. Je voulais savoir, est-ce que vous, en particulier, vous allez travailler avec Monsieur le Président Félix Tshisekedi ? Ou bien votre plateforme va signer des accords pour qu'on aille vers un gouvernement de l'Union nationale. Puisque la réponse à cette question est primordiale pour nous, pour savoir si oui ou non nous allons faire la route ensemble avec vous. Merci. Ce n'est pas la victoire de Fayou, ce n'est pas la victoire de la montagne, c'est la victoire du peuple. Et c'est pour cela que le peuple revendique aujourd'hui son élection, sa victoire. Alors, c'est la communauté internationale. Et si elle était une religion, voilà, je vous comprends très bien. Mais je crois que la responsabilité première nous revient à nous, Congolais. Personne ne sortira de chez lui et lui, il a son opinion. Et venir au Congo, commencer les vrais développements du Congo. C'est nous d'abord. Et vous avez bien compris que le peuple congolais est aujourd'hui mature. Et c'est comme ça qu'il revendique sa victoire. Il revendique sa victoire à sa façon.
Le peuple congolais ne veut pas se faire tuer. Il a trouvé un moyen, et moi, avec ce peuple, en symbiose, nous avons trouvé le moyen de revendiquer. Nous allons continuer jusqu'au bout. Et c'est à nous de démontrer à la communauté internationale que nous ne voulons pas un dictat quelconque. Nous ne voulons pas, comme avait dit le ministre des Affaires étrangères français, que c'est un arrangement, comme il a dit encore, compromission à la congolaise. Si c'est un compromis à l'africaine, vous appelez ça compromission. Il a dit que c'est un compromis à l'africaine. Vous dites que c'est une compromission. Non, mais est-ce que vous comprenez la gravité que contient cette phrase? Ça veut dire que, monsieur, mesdames, nous occidentaux, que pouvons-nous faire? Vous, vos chefs d'État, on dit que nous envoyons une mission de haut niveau à Kinshasa. L'Union africaine dit, la Cour constitutionnelle congolaise, s'il vous plaît, ne faites rien, ne proclamez pas les résultats définitifs, attendez-nous, nous faisons une mission de haut niveau avec les chefs d'État et les chefs de gouvernement pour réunir toutes les parties prenantes et trouver une solution, parce que, disait l'Union africaine, qu'il y a un doute sérieux sur le résultat publié par la commission électorale. Et après, vous reportez la réunion. Après avoir reporté la réunion, vous acceptez celui qui a été désigné, nommé, et sans sourciller. Est-ce que nous sommes sérieux? Donc, la communauté internationale, c'est nous qui devons à la communauté internationale de le suivre. Chers amis, regardons-nous en face. J'ai travaillé au Nigeria. J'ai travaillé en Éthiopie. J'ai passé 3 ans au Nigeria, 2 ans en Éthiopie. Et j'ai dit ceci, vous ne pouvez pas aller au Nigeria et imposer ce qu'on nous impose ici. Aucun Nigérien n'acceptera ça. Et ça, je trouve ça. Et là, pour les politiques congolais, c'est malheureux d'être des hommes et des femmes sans caractère. Une telle légèreté dans les comportements, de dire oui à tout moment, de ne pas avoir une position fixe. Mais je me demande comment les pères de famille, regardent leurs enfants, parce que ces enfants vont à l'école. Ils savent que papa, hier, a tenu une position et aujourd'hui change de position. J'ai demandé, j'ai posé la question. Mais vous allez en Éthiopie, vous dites aux Éthiopiens, faites ça, et si ça n'entre pas dans leurs intérêts, ou dans ce qu'eux ils pensent, ils vont accepter ça? Et vous voyez un monsieur avec qui vous étiez hier, vous vous êtes convenu une chose, et après vous entendez totalement autre chose. Mais ça, vous pouvez le faire tous. Chers frères et sœurs, je vous le dis ici dans cette salle, même si tous les 80 millions de Congolais le font, je ne le ferai pas. La preuve, au rassemblement, je le répète, nous nous sommes convenus que si au 1er janvier 2017, si avant ça, il n'y a pas d'élection, nous demandons le départ de M. Kabila et nous exigeons la transition sans Kabila. Et pour ce faire, nous sortons de toutes les institutions de la République. Et le 1er janvier, moi je suis parti, le 31 décembre 2017, il n'y a pas eu d'élection. Le 1er janvier 2018, j'ai quitté l'Assemblée nationale. J'étais seul. C'est ce que je demande aux enfants du Congo. À ces enfants, c'est d'avoir le caractère. À ces enfants, de savoir distinguer le bien et le mal. Et à ces enfants,
que ce pays, c'est un pays merveilleux qui a tout, mais qui demande simplement à ses filles et à ses fils de venir faire quelque chose pour avoir la valeur ajoutée et être comme les autres pays du monde, sinon mieux que certains pays du monde. Deuxième question. Oui, vous avez gagné, le peuple a gagné. J'aime pas, il ne faut pas ramener ça à un individu. Je ne fais pas les combats d'un individu. Je ne fais pas les combats personnels. Je n'ai jamais été, moi, écoutez, avoir le protocole, avoir ceci. Ce n'est pas mon affaire. Les combats que je mène, c'est les combats d'un citoyen normal, d'un citoyen conscient de ses responsabilités, d'un citoyen qui se dit qu'il a une mission, comme les autres, mais qu'il doit à tout prix remplir cette mission. C'est pourquoi nous sommes derrière toi. Merci beaucoup. La vérité des urnes jusqu'où? Et si vous n'avez pas cette vérité, qu'allez-vous faire? Mais la vérité des urnes jusque là où le peuple congolais dira que je m'arrête et je m'arrêterai. Jamais. Parce que j'étais soldat du peuple. Vous m'avez dit que vous êtes maintenant commandant du peuple. Non, je suis une note sérieuse. La vérité des urnes, nous devons continuer ces combats pour que le pays soit un pays normal et que les principes et les valeurs soient respectés. Si nous baissons les bras, ça veut dire que rien ne se fera plus normalement dans ces pays. Donc, je vais continuer ces combats et je suis sûr que nous allons le gagner. C'est pour cela nous avons dit que la vérité des urnes se décline sur deux volets, en deux volets. Le premier, c'est qu'il y a eu élection présidentielle, législative nationale et législative provinciale. Et on a dépouillé les résultats, on a affiché les résultats, on a compilé, bien que dans certains cas on n'a pas terminé la compilation. Donnez-nous les PV, les conseils verbaux s'il y en a, pour récompter les voix. Ça, c'est le premier volet, la première option. Mais si certaines personnes disent, mais voilà, tel a prêté serment, il va perdre la face, tel a communiqué des résultats faux, parce qu'il les a fabriqués, tel autre a prouvé ce qu'il ne fallait pas prouver, donc ils auront honte. Je suis d'accord. Je dis, on ne fait pas perdre la face à qui que ce soit. Alors, dans ces cas, deuxième option, faisons comme au Venezuela. Refaisons les élections. Si vous n'avez pas peur, refaisons les élections. C'est ça l'option que nous avançons. Nous disons, dans 6 mois, on peut faire les élections. On peut faire les élections. Nous avons ces fichiers, je vous ai décrit ces fichiers de 40 300 000. Nous appliquons simplement les recommandations de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a donné des recommandations pertinentes. Si nous appliquons ces recommandations, 1 mois et demi, 2 mois, on peut les appliquer. Nous avons un fichier de 30 millions d'électeurs et nous faisons partir tous les membres du bureau de la CENI et de la plénière de la CENI, les 13. Nous faisons partir le secrétaire exécutif national et son adjoint, les secrétaires exécutifs provinciaux, parce que c'est eux qui ont contribué à la fabrication des résultats. Et nous trouvons le moyen avec les Nations Unies, parce qu'il y a une branche élection, et les pays africains qui ont des CNI respectables, on peut très rapidement réorganiser les élections. Et l'argent, on va me demander combien, mais 200 millions de dollars, 300 millions que ça va coûter. Est-ce que vous avez calculé les coûts aujourd'hui? Depuis que M. Tshisekedi a prêté sa main, qu'est-ce qui se fait? Quel est cet investisseur investisseur de l'intérieur ou de l'extérieur qui s'est manifesté pour aller faire des affaires sérieuses au Congo? Donc, il y a un coût d'opportunité à calculer.
et regardez ce coup d'opportunité parce que je peux vous le dire et vous assurer qu'il y aura la résistance. La résistance, même passive, c'est la résistance et rien ne se fera. Nous avons lancé ce mot d'ordre de résistance citoyenne d'une manière pacifique et nous allons continuer. Si on refait les élections, je crois que là, tout le monde prendra des précautions. Monsieur Nanga ne sera plus là. Peut-être qu'il sera en prison. Monsieur Nanga ne sera plus là. Et voilà cette option. Cette option-là, ce n'est pas notre condition de Ouagadougou aujourd'hui de refaire les élections. Il y a plus de 50 États qui sont derrière ça. Et pour nous, on fait un compromis à l'africaine. Non. Non. On ne peut pas considérer que la démocratie est un luxe pour les Africains. Non. Madame de la carte BF, que pensez-vous de la réaction de la communauté internationale? Oui, la communauté internationale ne peut pas considérer que la démocratie est un luxe pour les Congo, que pour les Congo, on peut juste un minimum. On peut jouer à qui perd gagne. Non. Parce que, dit-on, ou ils disent, ou elle dit, la communauté internationale, qu'on privilégie la paix et la sécurité à la vérité. Non. Nelson Mandela nous a démontré, et avant la réconciliation, il faut qu'il y ait la vérité et la justice. C'est pour ça qu'en Afrique, on a créé cette commission vérité, justice et réconciliation. Donc aujourd'hui, vous allez partout on vous parle de ça. Je reçois des coups de fil tous les jours qui viennent de partout. Fayoulou, nous devons à tout prix savoir la vérité. La vérité des gens, la vérité des gens, tout le monde, à tout bout de champ. Les associations qui se créent partout pour la vérité des gens. Donc, nous disons à la communauté internationale, et je répète, je le répéterai plusieurs fois, je suis aussi le produit de cette communauté internationale. Je considère que le monde, c'est un monde transnational. J'ai travaillé pour la société ExxonMobil, j'ai appris que d'abord, quand tu entres dans cette société, on te dit, voici notre vision. Voici la mission qu'on se donne. Et voici les valeurs que nous défendons. Et je crois que quand vous regardez les chartes de toutes les sociétés européennes, occidentales ici, c'est ça. Vision, mission, values. Vision, mission et les valeurs. Qu'est-ce qu'on met dans les valeurs? Moi, chez moi, la valeur intégrité était une des valeurs importantes. Intégrité. Pourquoi il y a la justice? Pourquoi les gens sont dans les tribunaux? Pourquoi la justice est la règle? Les Américains ne peuvent pas croire, ou ne doivent pas croire, que la Cour suprême de justice des États-Unis, c'est la même cour où chez nous la Cour constitutionnelle au Congo, que la Cour constitutionnelle au Congo égale la Cour suprême des États-Unis. Là-bas, quand la Cour tranche selon les procédures édictées, mais nous avons des procédures. La Cour va là-bas, la Cour fait totalement autre chose. On demande à la Cour de sortir les PV. Elle n'a jamais reçu les PV. Nous amenons des PV. On confronte. La Cour n'avait qu'à sortir les PV qui lui ont été transmis par la CENI, récolter les voix, constituer des équipes, récolter les voix. Et c'est une pratique connue. Et à l'époque, la Cour suprême de justice qui siégeait en matière des recours électoraux comme Cour constitutionnelle l'avait fait. Pourquoi cette Cour ne veut pas? Et un juge de la Cour,
honneur à lui, le juge Corneille Ouassenda. Il dit à ses pairs que tout le moyen donné par les avocats de la Mouka sont fondés, sont acceptables et même fondés, et conseille à ses amis de surseoir à la décision de proclamation de résultats définitifs et de demander à la CNI de compiler les résultats, de terminer la compilation et de publier les résultats bureau par bureau selon les procès-verbaux des centres de compilation des résultats. Et les autres ne suivent pas. Alors maintenant, vous nous demandez à nous de suivre. Parce que quand les prémices sont fausses, la conclusion est comment? Et vous le savez. Et vous, on vous dit, c'est la communauté internationale qui a financé l'Église catholique, qui a financé la CENCO. C'est la communauté internationale qui a financé la CENCO pour avoir des observateurs de qualité capables de surveiller ou d'observer les élections. Et ce travail-là a produit. C'est la communauté internationale, notamment l'Union européenne, qui a financé la CIMOCET, qui a observé les élections. Et nous, la Mouka, nous avons envoyé 220 000 témoins. On vous dit qu'on n'avait pas de PV. Nous avons amené des copies de PV à la cour. Et nous avons remis à la cour. Regardez les images. Il y a des cartons qui viennent. Nous avons remis à la cour. Nous sommes partis avant. On a dit non, amenez ça le jour où on va traiter les cas. On les a amenés. Donc, ici, il est question que nous tous, nous puissions regarder cette question du Congo. Ça doit être une question à l'international. Et je demande aux opinions publiques des pays occidentaux de regarder, de ne pas laisser leur gouvernement tranquille. Posez des questions à vos députés, posez des questions à vos gouvernements. Du reste, vous dépensez beaucoup parce que les opinions, c'est avec les impôts des contribuables européens que vous financez des projets de développement. J'ai vu la lettre de la ministre britannique du développement, la lettre qu'elle a envoyée à M. Tshisekedi, que la Grande-Bretagne dépense des millions, je crois $1 million chaque jour pour l'aide. Mais l'aide ne développe pas un pays. L'aide ne développe pas un pays, et je suis d'accord avec elle. Il faut, et là, je ne sais pas si on comprend la subtilité de cette lettre, parce que les gens disent, ah non, les Occidentaux nous ont félicités. Non, elle est en train de dire qu'il y a une tricherie, vous n'êtes pas légitime, et n'étant pas légitime, il n'y aura pas des investissements. Et comme il n'y a pas d'investissement, le pays ne peut pas avancer. Et je demande aux opinions, parce que c'est avec l'argent des contribuables européens qu'on finance ces aides. On ne peut pas continuer éternellement. Or, les Congolais ont besoin de travailler. Les Congolais ont besoin de produire de la valeur ajoutée. Les Congolais ont besoin de, lui aussi, recevoir d'autres peuples. Nous pouvons réduire l'immigration. Nous pouvons. Il y a beaucoup de terres là-bas, on peut aller cultiver. Il y a beaucoup, on peut recevoir. Déjà, dans les années 60, nous avons reçu beaucoup d'immigrés. Voilà. Madame, ce que je peux dire à votre question. Julie, la dernière. Pour Julie, est-ce que vous allez travailler avec Félix Tshisekedi? Non. Non, on ne peut pas cautionner la fraude. À mon niveau, vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire. Je ne peux pas. Félix Tshisekedi, c'est mon frère. Je vous le dis, c'est mon frère, je n'ai rien à voir. Et j'ai toujours dit aux gens, et là c'est le cas, si vous êtes mon frère, ma soeur, même mère, même père, ok, si je vous vois voler, je vais vous dire arrêtez. Et si vous n'arrêtez pas, je vais vous dénoncer. J'ai été comme ça. Et je veux que les Congolais, les enfants que nous mettons au monde, qui sont là, les petits enfants qui vont venir, comprennent que
cette valeur d'intégrité est claire. Et nous ne pouvons pas nous départir. Vous dites aux gens, ne volez pas. Alors maintenant, c'est comme quelqu'un qui m'a dit à l'époque, voilà, il y a des pasteurs qui disent, des prêtres, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que moi je fais. C'est ça la Bible? Est-ce que c'est ça la Bible? Non, la Bible c'est la vérité. La vérité est vérité. On ne peut pas tromper la vérité. Donc, même des solutions. Nous, la Mouka, nous avons proposé des solutions. Et cette solution-là, c'est de mettre autour d'une table et de regarder comment réorganiser les élections. Et pendant la période intérimaire, de 6 mois ou 9 mois, mais les élections cette année, il faut qu'on les organise. Et pendant cette période, comment gérer les pouvoirs de l'État? Nous avons des propositions concrètes et nous mettrons sur la table les discussions. Merci. J'ai quelques doutes pour savoir si vous appelez Mafa, le soldat du peuple, M. Martin Fayoulou, ou le président de la République. Quoi qu'il en soit, le conflit armé le plus long et le plus sanglant depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale se déroule. Voilà. Le conflit armé le plus long qui a commencé en septembre 1987 et qui se termine mort. Des viols et des violations et des crimes qui dépassent toute imagination. Dans le territoire de Massissi, des jeunes gens ont été ligotés pieds et poings et on les a jetés vivants dans les toilettes, dans les fosses sceptiques. Est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement un défaut de qualification de la crise congolaise? La crise congolaise n'est pas politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce paradigme? Alors on peut parler. Si elle était politique, 3 élections auraient pu déjà résoudre cette question. 48 conférences, dialogues, conclaves n'ont pas pu résoudre cette crise. Aujourd'hui, le Congo se trouve confronté à 3 chefs d'État. Vous, le président élu, un président fictif et un président virtuel. La tragédie congolaise, moi, notre pays est occupé militairement dans les FARDC. Il y a plus d'1 millier d'officiers Tutsis rwandais. Nous sommes dominés politiquement et nous sommes assujettis ethniquement. Ces 3 paramètres qualifient la crise congolaise. Donc, Monsieur le Président de la République, la solution à la crise congolaise ne coûte pas plus de 500 000 $. Vous identifiez tous les officiers Tutsis au sein des FARDC. Vous leur remettez un billet d'avion à dessein de... Le président va répondre directement à la question de M. Kwebe et de poser la question. Monsieur Kwebe, quel plaisir de réentendre cette voix. Je suis un fan. J'aime bien la presse, j'aime bien les hommes et les femmes de la radio et de la télévision. Je les connais, même si en Belgique, ici, je peux commencer à citer vos animateurs et vos journalistes, vous serez étonnés. En France, je me rappelle encore l'époque où c'était ici, Pékin, Kassonga Bunga, Kanakafu. Je me rappelle quand il y avait boîte postale fin des 44, Luc Michel et Georges Gaillet,
Et ces temps-là, je me rappelle, quand je vous suivais et quand on était le plus grand tam-tam d'Afrique, et ce pays, je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'on soit là aujourd'hui. Les Congos que j'ai connus quand je grandissais, et les Congos d'abord, moi je suis né, moi je suis belge, moi je suis né à Léopoldville, je suis né avant l'indépendance. Donc, je suis totalement d'accord avec vous qu'il faut requalifier cette crise congolaise. Il faut la requalifier, mais nous l'avons déjà qualifiée, nous le savons. Mais les cardinals Monsengo étaient ici une dizaine de jours, 2 semaines. Vous avez, moi j'ai lu son document, je n'étais pas à la conférence, mais la qualification de la crise congolaise est dans son document d'une trentaine de pages. Nous connaissons, nous savons ce qui se passe au Congo. Mais quand moi je suis allé à l'Assemblée nationale, moi je ne suis pas allé à l'Assemblée nationale en 2011, 2012 pour aller voter de loi. Moi je suis allé à l'Assemblée nationale pour arrêter M. Kabila dans son idée de changer la constitution et de demeurer éternellement au pouvoir. Je suis allé à la conférence, à l'Assemblée nationale, pardon, je parle encore de la conférence souveraine, j'y étais aussi. Mais je suis allé à l'Assemblée nationale pour démontrer que M. Kabila était de connivence, par exemple, avec la M23. Et je l'ai démontré. Nous connaissons l'origine de la crise congolaise. Nous le connaissons. Le problème aujourd'hui, c'est la solution. Vous venez de proposer une solution. Nous avons pensé que petit à petit, les Congolais prenant conscience, les Congolais étant nombreux à comprendre que Kabila, c'était quelqu'un qui avait une mission très dangereuse, de détruire les Congos. Il fallait se créer l'espace. Et les Congolais ont trouvé cette astuce des candidats communs pour que tous nous allions et les mettre à l'écart et tranquillement. Pas une révolution automatique, mais une évolution positive, rapide et responsable. C'est cette solution que nous avons choisie. Parce que nous connaissons le problème. Nous connaissons très bien. Les gens peuvent se voiler la face. Les gens peuvent être diplomates. Ils vont dire, bon, ben voilà, Kabila. Colette Blackman, je l'ai vu ici. Je lui ai posé la question, il est parti. Il est parti, je lui ai posé la question dans son blog, quand lisez dans le blog de Colette Blackman les 4 vérités de James Kabarebe. Vous allez comprendre. Nous comprenons les choses, nous ne sommes pas des enfants. Mais il faut à un moment donné que la mayonnaise prenne pour une solution, une autre solution. Le peuple a compris. J'avais dit ceci. Dès que je mets les pieds, disons, au Palais des Nations, une des premières décisions, c'est déplacer les camps Kokolo de Kinshasa à Bénin. Simplement parce que le problème, c'est ça le problème congolais. Le problème congolais, c'est qu'il y a certains pays qui pensent qu'ils doivent prendre une portion des terres de notre pays. Parce que certains pays pensent qu'ils doivent prendre les richesses de notre pays. Allez à Walikale. Walikale, c'est une nation, c'est un territoire, un pays, il y a tout. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Le 2 tiers de la population a quitté. Et aujourd'hui, allez à Rutshuru, allez dans ces contrées. On déplace, on chasse les autochtones pour venir remplacer d'autres personnes. Donc, nous connaissons les problèmes, mon cher frère, nous connaissons le problème. Et
vous l'avez dit, mais les officiers, Tutsi, parlons-en, parce qu'il n'y a pas de langue de bois. Vous et moi, nous sommes nés avant 1960. Il y a eu les forces publiques, la force publique, qui est devenue appelée l'ANC, l'Armée nationale congolaise. Prenons en 1960, il y avait combien de militaires Tutsi dans l'armée congolaise? Et comment aujourd'hui on peut avoir une tribu qui domine l'armée? Kabila lui-même, il est qui? Alors, les gens se posent des mauvaises questions et trouvent des mauvaises idées. Les contrats sont simplifiés et le Congo sera liquidé. Il n'y aura pas cette paix-là. Nos frères et sœurs de l'Est de la République, aujourd'hui, on continue à tuer. À Goma, on a déjà tué plus de 50 personnes depuis que Tshisekedi a été nommé. Voilà, je voulais répondre à ça directement pour dire que nous sommes sur la même longueur d'onde. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour les Congolais. Je suis Nolda Dimasamba, je suis réalisatrice, productrice. J'ai eu à rencontrer M. Martin Fayoulou, je ne sais pas s'il se souvient, en 2015, parce qu'un jeune avec qui je travaillais, Benji, il faisait un documentaire sur le parcours de M. Fayoulou, parce qu'à l'époque déjà il avait un parcours assez impressionnant. Moi je ne savais pas qui c'était, et il prenait beaucoup de risques. Je lui ai dit, c'est qui Martin Fayoulou? Il m'a dit, je ne connais pas Fadal House. Bon, je voudrais les rencontrer, je lui avais posé deux questions quand je l'avais rencontré. La première question que je vous avais posée, c'était est-ce que vous voulez être le président du Congo? Parce que ça m'a marqué. Vous m'avez répondu, si l'occasion m'est donnée, je ne dirais pas non. La deuxième question que je vous ai posée, je vous ai dit, je suis en train de poser des questions sur ma spiritualité, je me sens perdu spirituellement, je ne sais pas quelle spiritualité croire. Vous m'avez dit, je connais un très bon pasteur, je pourrais vous le faire rencontrer, il pourra vous répondre. Mais je ne sais pas si c'est celui de Philadelphie. Ma question est très simple. Je voudrais savoir si vous avez peur. Parce que c'est que vous êtes en train de nous dire, nous on est déjà au courant. Nous savons ce qui se passe. Mais eux se placent. Je pense que c'est eux qui doivent être au courant que Kabila, il est rwandais, il a massacré 12 millions de Congolais, eux on doit les chasser. C'est pas à nous de le dire. Si vous avez mis de l'argent, vous avez dit que la diaspora pèse 6 milliards. Ça veut dire que nous avons de l'argent pour acheter des armes. Alors, je vous ai entendu. Non, ce n'est pas le même pasteur. Vous cherchez des millions pour acheter des armes. La question, depuis que j'ai fait la tournée de Binji, on me dit la même chose. Je vous réponds, il y a 2-3 personnes qui sont revenus sur cette question des armes. L'homme doit faire ce qu'il sait faire. Moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas la tête d'une milice, je ne suis pas la tête d'un groupe armé. Vous m'avez qualifié d'abord des combattants du peuple. Moi, des soldats du peuple.
après commandant, soldat du peuple, c'est dans la démocratie. Je vais quand il y a manifestation, je suis là. Même si on me prête l'arme, j'avance. Parce que je me dis, bon, si je meurs, je ne suis pas détenu, mais on peut changer les choses. Et par cette voie, on a changé les choses dans beaucoup de pays. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont morts dans notre pays en cherchant la démocratie. Donc pour moi, nous sommes presque arrivés. Nous sommes presque arrivés. Et si ça prend du temps, je ne suis pas fatigué pour autant. Il faut continuer. Nous aurons, c'est vrai, les temps qu'on nous fait perdre, c'est beaucoup, on serait déjà très avancé. Mais nous allons gagner. Soyons positifs, on va gagner. Kabila est aujourd'hui. Il est totalement affaibli. Il est totalement affaibli. Et c'est comme ça qu'il cherche des subterfuges, qu'il cherche des masques. Je vous ai dit, regardez, les slogans là, ça devient. La fois passée, on disait Kabila cherche des béquilles. C'est nous tous qui étions au rassemblement. On a dit qu'on ne donnera pas de béquilles à Kabila. Là, on vient lui donner des béquilles. Mais ces béquilles-là, déjà, il a des béquilles. Demain, on va arracher ces béquilles. Donc, la force du peuple, l'esprit du peuple, si nous travaillons, je vous dis, dans quelques mois, ces béquilles-là vont tomber. Donc, je ne peux pas, moi, vous proposer la solution des armes, parce que je ne sais pas comment ça se passe. La solution que je vous propose, c'est la solution d'un peuple conscient de ses responsabilités, conscient de ses difficultés, conscient de tout ce qui se trame contre son pays. Ce peuple se réveille, c'est pour cela le nom de la Mouka. Ce peuple se réveille et dit non, plus jamais on acceptera ceci. Et là, nous avons l'élément déclencheur. La vérité des urnes n'est pas un vain mot. La vérité des urnes, c'est un combat. Tous ces jeunes au Congo, à Goma, à Beni, à Butembo, à Mwanda, partout à Kinshasa, qui se sont organisés en comité de résistance pour la vérité des gens. Si vous, ici en Occident, vous le faites aussi, il y a des techniques, vous le faites aussi. Je vais vous dire comment est-ce que la société dans laquelle j'ai travaillé a quitté l'Afrique du Sud. On était à New York. Tout le matin, les gens venaient, vous voyez les gens, avec un panneau comme ça, mobile soutien l'apartheid en Afrique du Sud. Vous voyez là-bas, mobile soutien, et ça a énervé les gens. Et on a décidé de vendre la société pour rien. On a vendu. Si on s'organise, on fait comprendre aux opinions occidentales qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien au Congo. Et ces opinions vont commencer à parler à leurs dirigeants. Les gens pompent les torses des fois parce que les opinions ne savent pas. Est-ce que vous ici, comment vous relayez ces messages, faire comprendre à vos voisins qui sont belges? Comment vous faites comprendre? Parce qu'un homme épris de justice, un homme normal, va se dire que donc, ce qui se passe au Congo, moi, belge, je dois intervenir, moi, français, et je dois questionner mon gouvernement pour savoir pourquoi il laisse tomber dans cette situation, pourquoi il accepte ce qu'on ne peut pas accepter dans mon pays. Très clairement. Donc, nous pensons que nous pouvons travailler dans ce sens pour que demain, on puisse avoir la solution à notre problème. Là, aujourd'hui, vous allez tuer et vous allez donner l'occasion à celui qui s'est armé, parce que Kabila attend ça. Il s'est armé, il le sait bien, c'est pour cela les gens qui sont. Vous lui donnez l'occasion et il viendra avec des armes qu'il a achetées avec l'argent du Congo et tuer les enfants du Congo. Moi j'ai l'arme la plus puissante à vous donner. C'est laquelle? Le peuple. C'est la peuple et l'arme la plus puissante. Vous avez raison. Vous avez raison, merci, c'est pour ça que c'est l'interaction.
l'arme la plus puissante, c'est le peuple. Et ce peuple-là, c'est pour cela, ce peuple-là doit réagir et ne doit pas accepter ce qu'on lui impose. Candidat numéro 4, Martin Fayulu Madidi, ma femme. Martin Fayulu. Madidi, bana ya Congo, Murundeli Mbokae, les soldats du peuple, Congolais, Congolais, vous votez Martin Fayulu, ya bibi katina bisolo kola yesu na libumu, ya Maria, elingi koloba Martin Fayulu, apona mina nzambe. Martin Fayulu, Martin Fayulu, Martin Fayulu, Martin Fayulu. Ba opposé baya ba Congolais, ba bimi lokola Angelou, ayaki koyebisa Maria. Monsamaya mobikisi to voter Martin Fayulu, to voter Martin Fayulu, to voter candidat numéro 4 pour voter pour le changement ya Congo, pour le développement ya Congo. La guerre ici là. Soki toko boye pour la miauti la nzambe to ye bande toko souffrir. Baye akala babona ki barabase na place na Yesu. Ba regretta qui après tout les matin comme la biso trop tard. Après tout commandé pour regretter. Il fallait qu'il te vola. Martin Fayulu. Martin Fayulu, pour voter Martin Fayulu, pour la viole et si là na Congo, na Est, puis na Kassai, pour voter candidat numéro 4, Martin Fayulu, na yende changement et koya, totele Salela. Salela, pepe na yo, salela, mabele ya bakuku na yo, tombola, kita ya mboka na yo. La coalition Lamuka, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mositou, Freddy Matungulu, Moïse Katumbi, Totombeli bino Longonia, Tosengi bino merci, biso peuple congolais, Nabo Sangani na bino, l'union fait la force. Peuple congolais, Bazana Simaya, Martin Fayulu, Martin Fayulu, ma foi. Candidat numéro 4 pour le changement ya Congo Mobimba. Candidat numéro 4
Notre objectif, c'est des élections crédibles, c'est-à-dire élections avec bulletin papier et sans machine à voter, avec un fichier clair, nettoyé.